Mon fils est rentré de chez ses grands-parents avec les larmes aux yeux et m'a dit, mamie m'a dit d'attendre dans la voiture parce que j'avais embarrassé la famille. Il était resté assis là pendant 3 heures dans la chaleur pendant qu'il mangeait dans un buffet. Je n'ai pas crié. J'ai conduit jusqu'à chez eux, je suis entré calmement et j'ai commencé à annuler les paiements mensuels qu'ils avaient oubliés que je finançais. 10 minutes plus tard, papa a couru dehors en criant mon nom. Et tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous offrir du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Patrick. J'ai 34 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que, être fiable n'est pas la même chose qu'être valorisé. Depuis 8 ans, c'est moi qui maintiens mes parents à flot. Chaque mois, sans faute, 4 000 $ quittent mon compte et atterrissent dans le leur, paiement de l'hypothèque, 800 $ service public, 350 $ assurance automobile pour les 2 véhicules, 280 $ forfait internet et câble, 190 $ supplément d'assurance maladie, 920 $ paiement de voiture, 660 $, cela s'additionne rapidement quand on est le seul à faire attention. Je suis architecte logiciel. Je gagne bien ma vie, le genre d'argent qui vous permet d'aider votre famille sans y penser à 2 fois. C'est du moins ce que je me suis dit pendant près d'une décennie. Mes parents ont pris leur retraite tôt à 60 ans, misant sur la promesse que leurs investissements les feraient vivre. Sauf que ces investissements ne se sont jamais concrétisés comme ils l'avaient prévu, alors je suis intervenu discrètement comme je l'ai toujours fait. Ils ne me l'ont jamais demandé directement. Cela a commencé petit. Papa a mentionné que l'hypothèque était serrée un mois. Je l'ai couverte. Maman a appelé à propos de la facture d'électricité pendant un été chaud. Je l'ai payée. Une chose en entraînant une autre, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais leur filet de sécurité complet. Plus de 400 000 $ ont été versés dans leur retraite confortable au fil des ans. Pas des prêts, pas d'argent emprunté, des cadeaux, des contributions silencieuses qu'ils ont fini par attendre. Et ils n'ont jamais dit merci une seule fois. Ma sœur, Mélissa, c'est une autre histoire. 3 ans de moins que moi, mariée à un gars nommé Nathan, qui travaille dans la vente. Ils ont 2 enfants, Nancy et Édouard. Nancy a 9 ans, Édouard en a 6. Mes parents les vénèrent. Chaque fête, chaque anniversaire, chaque mardi au hasard, c'est Nancy ceci et Édouard cela. Leurs photos couvrent le réfrigérateur. Leurs dessins décorent le couloir. Leurs réalisations sont annoncées dans le groupe de discussion familiale avec des émojis de confettis et des cadeaux de célébration. J'ai aussi un fils. Brandon, il a eu 7 ans le mois dernier. Mes parents sont arrivés en retard à sa fête d'anniversaire, sont restés 20 minutes, sont partis avant le gâteau. Maman a dit qu'ils avaient des projets de dîner avec Mélissa. Papa a acquiescé en regardant sa montre. Brandon m'a demandé plus tard pourquoi mamie et papy n'étaient pas restés. Je lui ai dit qu'ils étaient occupés. Il m'a cru parce que les enfants de 7 ans croient encore aux bonnes parts des gens. Je n'ai jamais fait de scène. Je ne me suis jamais plaint. J'ai juste continué à payer, continué à me présenter, continué à prétendre qu'être le fils fiable voulait dire quelque chose. Mon appartement est modeste, 2 chambres, propre mais pas luxueux. Je conduis une berline de 5 ans. J'épargne soigneusement. Je planifie à l'avance. C'est qui je suis, celui qui pense 3 pas en avant pendant que tout le monde profite du présent. Brandon vit avec moi à temps plein. Sa mère est partie quand il avait 2 ans. Elle voulait la liberté plus que la famille. Je l'ai élevé seul, j'ai construit une vie autour de lui, je me suis assuré qu'il sache qu'il comptait. Mes parents l'ont toujours traité différemment des enfants de Mélissa, plus froidement, plus distam, comme s'il était un accessoire de leur déception envers moi. Je me suis dit que ça irait mieux, qu'un jour il verrait à quel point il était incroyable. J'avais tort. Mélissa habite à 15 minutes de chez nos parents. Ses enfants sont là constamment, soirée pyjama, journée à la piscine, virée shopping. Mes parents ont acheté un ordinateur portable à Nancy pour son anniversaire. Ils ont emmené Édouard à Disneyland l'année dernière. Quand j'ai demandé si Brandon pouvait se joindre à eux, maman a dit que c'était un voyage spécial juste pour la famille de Mélissa. Elle l'a dit rapidement, comme si c'était évident, comme si j'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas demander.
Brandon ne s'est jamais plaint. C'est un enfant doux, gentil, un peu timide. Il adore les dinosaures et construit des villes élaborées en Lego dans le salon. Il a de bonnes notes. Il m'aide à préparer le dîner. Il pose des questions sur tout, le genre de questions curieuses qui vous font vous arrêter et réfléchir. Je l'aime plus que tout au monde. Alors, quand il est rentré samedi dernier avec les larmes aux yeux, quelque chose s'est brisé en moi. Brandon a franchi la porte à 16h47. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge quand j'ai entendu ses pas. Ils étaient plus lents que d'habitude, plus lourds. Il a laissé tomber son sac à dos près de la porte et est resté là, immobile, à fixer le sol. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Salut mon pote, comment s'est passé le temps en famille? Il n'a pas répondu tout de suite. Sa lèvre tremblait, ses mains se sont serrées en petits poings. Puis les larmes sont venues vite et fort, dévalant ses joues avant qu'il ne puisse les arrêter. J'étais de l'autre côté de la pièce en 3 pas à Brandon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est essuyé le visage avec le dos de sa main, essayant de se ressaisir. Il essayait toujours si fort d'être courageux. Mamie m'a dit d'attendre dans la voiture. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Qu'est-ce que tu veux dire, attendre dans la voiture? Sa voix s'est brisée. Elle a dit que j'avais embarrassé la famille. Elle m'a dit de rester dans la voiture pendant qu'ils allaient au buffet. Je suis resté assis là pendant 3 heures, papa. Il faisait si chaud. Mon sang s'est glacé. 3 heures? Il a hoché la tête. J'ai bu la bouteille d'eau de mon sac à dos. Les fenêtres étaient fermées. J'ai essayé de les ouvrir, mais mamie m'a dit de ne pas le faire parce que ça viderait la batterie. Elle est venue me voir une fois et m'a donné des craquelins. Puis elle est retournée à l'intérieur. J'ai regardé mon fils, 7 ans, enfermé dans une voiture à 33 degrés Celsius pendant que sa grand-mère, son grand-père, sa tante, son oncle et ses cousins mangeaient dans un buffet, parce qu'il avait embarrassé la famille. Qu'est-ce que tu as fait qui les a embarrassés, ai-je demandé, ma voix basse et ferme. Brandon a baissé les yeux. J'ai laissé tomber ma fourchette à la table quand nous sommes arrivés. Nancy a ri et a dit que j'étais maladroit. Mamie s'est fâchée. Elle a dit que je faisais une scène. Elle m'a dit d'aller attendre dans la voiture et de réfléchir à mon comportement. 3 heures pour avoir laissé tomber une fourchette. Je me suis agenouillé devant lui et je l'ai pris dans mes bras. Il a enfoui son visage dans mon épaule et a pleuré plus fort. Je l'ai serré, sentant la colère monter dans ma poitrine comme une cocotte minute, prête à exploser. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste serré mon fils jusqu'à ce que les larmes ralentissent. Va prendre une douche, mon pote, ai-je dit doucement. Je vais nous préparer le dîner. Brandon a hoché la tête et a traîné les pieds dans le couloir. J'ai écouté la porte de la salle de bain se fermer. Puis je me suis levé, j'ai pris mes clés et je suis sorti de la porte. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 11 minutes. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas mis de musique à fond. J'ai juste conduit, mes mains serrées sur le volant, mon esprit calme et clair. Il ne s'agissait pas de rage. Il s'agissait de conséquences. Leur maison était située dans une rue calme avec des pelouses bien entretenues et des boîtes aux lettres en briques, le genre de quartier où l'on prend sa retraite quand quelqu'un d'autre paie vos factures. Je me suis garé dans l'allée derrière le VUS de papa. Les lumières du salon étaient allumées. Je pouvais voir le scintillement de la télévision à travers les rideaux. Je me suis approché de la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Il ne la verrouillait jamais. Papa était dans son fauteuil inclinable, les pieds en l'air, en train de regarder un match de baseball. Maman était sur le canapé avec un verre de vin, en train de faire défiler son téléphone. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré. Patrick, a dit maman, surprise. Nous étions justement en train de parler de t'appeler. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches. Je dois m'occuper de quelque chose. Papa a coupé le son de la télévision. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai affiché l'écran des paiements récurrents, hypothèque, services publics, assurance, paiement de voiture, câble, supplément de santé, tout était programmé pour le 1er du mois. Des centaines de transactions sur 8 ans, chacune d'entre elles en paiement automatique. J'ai commencé à les annuler une par une. Les écrans de confirmation sont apparus, paiement annulé. Interruption de service programmé. Renouvellement automatique interrompu.
Maman s'est redressée. Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste continué à taper. Annulé. Confirmé. Annulé. Confirmé. Papa s'est levé. Patrick, parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? 10 paiements annulés en 3 minutes. La demande d'annulation du paiement hypothécaire a été soumise. La compagnie de service public a été informée de l'arrêt du service. La police d'assurance devait expirer à la fin du cycle de facturation. Puis papa a vu la notification sur son propre téléphone. Son application bancaire a émis un signal sonore. Il a baissé les yeux sur l'écran. Son visage est devenu blanc. Il a couru vers la porte. Papa est arrivé à l'allée avant que j'atteigne ma voiture. Il a crié mon nom assez fort pour que les voisins l'entendent probablement. Je ne me suis pas arrêté. J'ai ouvert la porte du conducteur, je me suis glissé à l'intérieur et je l'ai verrouillé. Il a frappé à la fenêtre, son visage rouge, sa voix étouffée à travers la vitre. J'ai démarré le moteur et j'ai reculé lentement. Il s'est écarté à la dernière seconde. Maman se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main sur sa bouche, son expression un mélange de confusion et de panique. Je suis parti en voiture, mon rétroviseur rempli de leurs silhouettes rétrécissantes sous la lumière du Porsche. Le trajet de retour a été silencieux. Pas de musique, pas de radio, juste le ronronnement du moteur et le son de ma respiration. Mes mains n'ont pas tremblé. Mon cœur n'a pas battu la chamade. Je me sentais calme, froid, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur à l'intérieur de moi et avait éteint la partie qui se souciait de leurs sentiments. Brandon a laissé son fils dans une voiture chaude pendant 3 heures parce qu'il a laissé tomber une fourchette. Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête encore et encore jusqu'à ce qu'elle perde tout son sens et devienne juste du bruit. Un bruit blanc, le genre qui remplit le silence quand on réalise qu'on a vécu un mensonge. Je suis rentré à la maison à 18h13. Brandon était dans le salon, douché et changé, en train de construire un vaisseau spatial Lego sur la table basse. Il a levé les yeux quand je suis entré. « As-tu acheté le dîner ?» J'ai forcé un sourire. « Pas encore. » « Que dirais-tu d'une pizza ?» Son visage s'est illuminé. « On peut en prendre au pepperoni ?» C'est noté. J'ai commandé en ligne, extra fromage, nœud à l'ail, une bouteille de root beer de 2 litres, le genre de repas qui ressemble à une petite fête, même quand on tient le tout ensemble avec du ruban adhésif et de la volonté. Brandon est retourné à ses Legos, fredonnant doucement. L'après-midi s'effaçait déjà de sa mémoire, comme le font les mauvais souvenirs quand on a 7 ans. Mais je n'ai pas oublié. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé mon téléphone, 16 appels manqués, 11 messages textes, tous de mes parents. Je ne les ai pas ouverts. J'ai juste tourné le téléphone face vers le bas sur le coussin et j'ai regardé Brandon construire. La pizza est arrivée à 19h. Nous avons mangé dans le salon, ce que nous ne faisions que lors d'occasions spéciales. Brandon m'a parlé du vaisseau spatial qu'il concevait. Il a expliqué la soute et les moteurs hyperpropulseurs avec le genre d'enthousiasme qui vous fait croire en des avenirs où les choses s'arrangent. Après le dîner, nous avons regardé un film, un truc animé sur des robots qui sauvent le monde. Brandon s'est endormi à mi-chemin, sa tête sur mon épaule, sa respiration douce et régulière. Je l'ai porté jusqu'au lit, je l'ai bordé et je suis resté dans l'embrasure de la porte à le regarder pendant longtemps. Ce gamin méritait mieux. Il méritait des grands-parents qui l'aiment, qui le voient, qui ne le traitent pas comme un inconvénient ou une erreur. Il méritait une famille qui le fasse se sentir en sécurité. Et j'avais passé 8 ans à financer des gens qui l'ont enfermé dans une voiture. La colère est venue plus tard, après minuit, quand l'appartement était sombre et silencieux et qu'il n'y avait personne pour me distraire de la vérité. Je me suis assis sur le canapé avec mon ordinateur portable ouvert, à regarder une feuille de calcul que j'avais construite il y a des années. Chaque paiement, chaque date, chaque dollar, 400 200 $ sur 8 ans, sans compter les cadeaux aléatoires, sans compter l'argent d'urgence que j'ai remis quand papa avait besoin de réparation de voiture ou que maman voulait de nouveaux meubles. J'ai pensé à toutes les fois où j'ai choisi de ne pas réserver de vacances parce que je devais maintenir le filet de sécurité solide. Toutes les fois où je suis passé devant des choses que je voulais parce que j'étais occupé à m'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Toutes les fois où j'ai dit à Brandon que nous ferions quelque chose de spécial le mois prochain, l'année prochaine quand les choses se seraient calmées. J'avais été un idiot, mais j'en avais fini de l'être. Le dimanche matin est arrivé avec des messages textes,
32 d'entre eux au moment où je me suis réveillé. Maman, papa, Mélissa, même Nathan en a envoyé un, ce qui était une première. Je les ai lus en buvant du café à la table de la cuisine, Brandon dormant encore dans le couloir. Maman, Patrick, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de ça. Papa, tu réagis de façon excessive. Nous pouvons arranger ça. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Maman pleure. Nathan, mec, pas cool. Je les ai tous supprimés. Puis j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai examiné les annulations, annulation du paiement hypothécaire confirmé. Déconnexion des services publics programmés pour la fin du cycle de facturation. Avis d'expiration de l'assurance automobile envoyé. Annulation du supplément d'assurance maladie traité. Internet et câbles, demande de résiliation reçue. Tout ce que j'avais construit pour eux s'écroulait lentement, méthodiquement, comme si on retirait les poutres de soutien d'une maison une par une jusqu'à ce que tout s'effondre. J'ai pensé à la façon dont nous en étions arrivés là. Comment il y a 8 ans, j'étais assis dans la même cuisine dans un autre appartement et j'écoutais papa expliquer que le marché s'était effondré plus que prévu. Leur fonds de retraite n'était pas suffisant. Ils avaient besoin d'aide, juste temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'avais 26 ans. Je venais d'obtenir ma première grosse promotion. J'étais célibataire, sans enfant, sans dépenses majeures. Il était logique d'aider. La famille est de la famille. C'est ce que papa a dit. C'est ce que je croyais. Alors j'ai commencé à payer et ils ont commencé à s'attendre. Mélissa n'a jamais contribué. Elle était occupée avec son mariage, puis son premier enfant, puis son deuxième. Il y avait toujours une raison pour laquelle elle ne pouvait pas aider, toujours une excuse qui semblait raisonnable en surface. Maman la défendait, me disait que Mélissa en avait assez sur les bras, me disait que j'étais mieux placé pour aider, me disait que je devrais être reconnaissant de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents dans leurs années d'or. Années d'or. Cette expression m'a toujours fait rire. Leurs années d'or étaient construites sur mon chèque de paie et mon silence. Je me suis souvenu du 3e anniversaire de Brandon. J'ai organisé une petite fête dans un parc. J'ai invité mes parents, Mélissa, Nathan et les enfants. Mes parents sont arrivés avec 1 heure de retard. Ils ont apporté une carte avec $20 dedans. Mélissa a donné à Brandon un jouet usagé qu'elle avait trouvé dans un vide-grenier, il y avait encore l'étiquette de prix dessus, $3. Mais la semaine précédente, j'ai vu des photos sur Facebook de la fête d'anniversaire d'Edouard, maison gonflable, magicien, gâteau personnalisé en forme de voiture de course. Mes parents étaient sur chaque photo, souriant, tenant Edouard, riant. Je me suis souvenu de la remise des diplômes de maternelle de Brandon. J'ai pris l'après-midi de congé, je me suis assis dans le public, je l'ai regardé traverser la petite scène dans son chapeau en papier. Mes parents ne sont pas venus. Ils ont dit qu'ils avaient un rendez-vous chez le médecin. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient emmené Nancy aux zoo ce jour-là, ont publié les photos dans le groupe de discussion familiale. Personne n'a mentionné la remise des diplômes de Brandon. Je me suis souvenu de Noël dernier. Brandon a fait des décorations à l'école, des flocons de neige en papier avec son nom écrit au marqueur. Il était si fier. Il en a donné un à chaque grand-parent. Maman a souri, a dit merci et l'a posé sur la table d'appoint. Je l'ai trouvé à la poubelle 2 jours plus tard quand je me suis arrêté pour déposer des courses. La décoration d'empreintes de main de Nancy était accrochée à l'arbre dans le salon, au centre, avec un projecteur braqué dessus. Motif après motif, rejet après rejet. Et j'ai continué à payer, continué à permettre, continué à prétendre qu'il était normal de financer des gens qui traitaient mon fils comme s'il était invisible. Brandon méritait mieux, et j'étais enfin prêt à arrêter de prétendre que mieux viendrait de gens qui ont passé 8 ans à prouver qu'ils s'en fichaient. Le café est devenu froid pendant que j'étais assis là à regarder mon téléphone, à regarder de nouveaux messages arriver, des excuses qui semblaient creuses, des justifications qui me blâmaient, des tentatives de négociation qui ignoraient complètement Brandon. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Lundi matin, les appels ont commencé. Mon téléphone a sonné 11 fois avant 9h02. J'étais à mon bureau en train de travailler à domicile, Brandon à l'école. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. La voix de papa, tendue et en colère, « Patrick, tu dois me rappeler. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. » La voix de maman, tremblante et larmoyante, « S'il te plaît, chérie, nous pouvons en parler. »
Je ne comprends pas ce qui s'est passé. La voix de Mélissa, tranchante et accusatrice, tu les punis pour une seule erreur. Tu sais à quel point c'est égoïste? J'ai enregistré les messages vocaux, je ne les ai pas supprimés, je les ai juste archivés dans un dossier dont j'aurai peut-être besoin plus tard. À 10h30, Mélissa a essayé une approche différente. Elle a envoyé un long message texte, le genre qui prend la moitié de l'écran et vous fait défiler. Cela a commencé par des excuses, a dit que maman se sentait mal pour Brandon, a dit que c'était un malentendu, a dit que mamie pensait que Brandon voulait attendre dans la voiture, a dit que la chaleur n'était pas si forte, a dit qu'il allait bien. Puis cela s'est tourné vers moi, à quel point j'étais dramatique, à quel point je jetais la famille pour rien, à quel point j'avais besoin de grandir et d'arrêter de me comporter comme une victime, à quel point maman et papa avaient tout sacrifié pour nous, à quel point je leur devais. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai bloqué son numéro. À midi, j'ai pris une pause et j'ai conduit jusqu'à un café près de l'école de Brandon. J'avais besoin de sortir de l'appartement, j'avais besoin de m'asseoir quelque part de public et de normal et loin du bruit qui se construisait dans mon téléphone. J'ai commandé un café noir et je me suis assis près de la fenêtre à regarder les gens passer, des mères avec des poussettes, des étudiants avec des ordinateurs portables, un vieil homme nourrissant des pigeons près de la fontaine. La vie normale, celle où les gens n'enferment pas des enfants de 7 ans dans des voitures chaudes. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu sans réfléchir. Patrick. C'était papa. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. Sa voix était différente, plus en colère, mais désespérée. S'il te plaît, écoute juste. J'écoute, dis-je. Le paiement de l'hypothèque a été rejeté. La banque a appelé. Nous sommes en retard maintenant. Si nous ne réglons pas ça, nous pourrions perdre la maison. J'ai pris une gorgée de mon café. Ça a l'air grave. Patrick, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. Brandon est de la famille aussi, dis-je, ma voix plate et froide. Vous l'avez enfermé dans une voiture pendant 3 heures parce qu'il a laissé tomber une fourchette. Silence, long et pesant. C'était, commença papa, puis s'arrêta. Ce n'était pas. Ta mère ne voulait pas, elle ne voulait pas laisser mon fils dans une voiture chaude, ou elle ne voulait pas dire qu'il embarrassait la famille. Encore du silence. Règle ça, dit papa, sa voix dure maintenant. Règle ça, ou tu vas le regretter. Non, dis-je, je regrette déjà 8 ans à payer vos factures pendant que vous traitiez mon fils comme un déchet. C'est la seule chose que je regrette. J'ai raccroché, bloqué le numéro, fini mon café, conduit à l'école de Brandon, et je suis allé le chercher plus tôt, j'ai dit à la réception que c'était une journée en famille. Brandon était confus mais excité. Nous sommes allés au parc, avons joué au balançoire, avons mangé une glace, avons passé 3 heures à ne rien faire d'autre qu'être ensemble. Sur le chemin du retour, Brandon m'a posé une question. Papa, est-ce que mamie et papy sont fâchés contre nous? Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Pourquoi tu demandes ça? Nancy m'a envoyé un texto. Elle a dit que tu étais méchant avec eux. Mes mains se sont crispées sur le volant. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas quoi dire. Je me suis garé sur le parking de notre immeuble et me suis tourné vers lui. Brandon, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Ni samedi, ni jamais. Tu comprends? Il a acquiescé lentement. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Et ce qui va se passer ensuite n'est pas de ta faute non plus. D'accord? D'accord, papa. Nous sommes entrés. J'ai fait des spaghettis. Nous avons dîné. Je l'ai bordé dans son lit et lui ai lu 2 chapitres de son livre préféré. Quand j'ai fermé la porte, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert un nouveau document. J'ai commencé à tout écrire, date, paiement, incident, preuve, parce que ce n'était pas fini. Du mardi au vendredi se sont enchaînés. J'ai travaillé pendant la journée, routine normale, réunion normale, délais normaux. Brandon est allé à l'école, est rentré à la maison, a fait ses devoirs, a joué au Lego. En surface, tout avait l'air bien. Mais la nuit, après que Brandon se soit couché, je suis devenu quelqu'un d'autre. J'ai sorti les relevés bancaires des 8 dernières années. Chaque transaction, chaque virement, chaque confirmation de paiement automatique. J'ai créé un tableur avec des colonnes, date, montant, catégorie, bénéficiaire, total. Les chiffres grimpent vite.
$4 200 par mois pendant 96 mois. 403 200 $, sans compter les primes, sans compter l'argent liquide d'urgence, sans compter les 15 000 $ que je leur ai donnés pour la réparation du toit en 2019, sans compter les 8 000 $ pour les frais médicaux de papa en 2021, sans compter les 3 500 $ pour les soins dentaires de maman l'année dernière. Total, 429 700 $. J'ai tout imprimé. Un classeur de 3 pouces, des onglets pour chaque année, les paiements clés mis en évidence, hypothèque en jaune, service public en vert, assurance en bleu, cadeau en rouge. Puis j'ai sorti les textos, des captures d'écran remontant à des années, des messages où papa demandait de l'argent, des messages où maman me remerciait de couvrir les factures, des messages où Mélissa se plaignait que je n'en faisais pas assez, des messages où je m'excusais de ne pas pouvoir plus aider. Je les ai imprimés aussi, je les ai organisés par date, je les ai croisés avec les paiements. Puis j'ai sorti des photos, le 3e anniversaire de Brandon sans ses grands-parents sur les photos, le programme de remise des diplômes de maternelle de Brandon avec mon nom indiqué comme seul membre de la famille présent, les récompenses scolaires de Brandon avec des horodatage montrant que mes parents étaient chez Mélissa pendant la cérémonie, la fête d'anniversaire d'Edouard avec mes parents au premier plan sur chaque photo, des preuves froides, claires, indéniables. Le vendredi après-midi, j'ai pris une demi-journée de congé, j'ai conduit jusqu'à un cabinet d'avocats du centre-ville, le genre avec des murs de verre et des meubles modernes, et des réceptionnistes qui sourient comme si elles étaient payées pour s'en soucier. J'avais rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille nommée Catherine Scott. Elle m'avait été recommandée par un collègue qui avait fait appel à elle pendant son divorce. Catherine avait la quarantaine, un tailleur strict, des lunettes de lecture perchées sur le nez. Elle a fait un geste vers la chaise en face de son bureau. Je me suis assis, j'ai placé le classeur sur le bureau entre nous. Dites-moi ce qui se passe, dit-elle. Je lui ai tout raconté, du début à la fin, 8 ans de paiement, Brandon enfermé dans la voiture, les annulations, les retombées. Elle a écouté sans interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes juridique jaune. Quand j'ai fini, elle a feuilleté le classeur, a passé 10 minutes à lire. Puis elle a levé les yeux. C'est une situation de cadeau, dit-elle. Vous ne prêtiez pas cet argent. Ils n'ont pas signé de billet à ordre. Légalement, vous ne pouvez pas exiger le remboursement. Je sais, dis-je. Je ne veux pas récupérer l'argent. Je veux une protection. Elle posa son stylo. Une protection contre quoi? Ils vont escalader. Mon père m'a menacé au téléphone. Ma sœur monte la famille contre moi. J'ai besoin de tout documenter au cas où ça empire. Je dois m'assurer que Brandon est protégé s'ils essaient quelque chose. Catherine acquiesça lentement. Avez-vous la garde de votre fils? La garde exclusive? Sa mère n'est pas dans le coup. Bien. Ça simplifie les choses. Elle sortit un nouveau bloc-notes juridique. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, je vais rédiger une lettre officielle à vos parents décrivant l'annulation du soutien financier. Elle comprendra une déclaration selon laquelle tous les paiements précédents étaient des cadeaux, et non des prêts, et que vous n'avez aucune obligation légale de continuer à les soutenir. Deuxièmement, nous allons documenter l'incident avec votre fils. S'ils font des menaces ou tentent d'interférer avec votre garde, nous demanderons une ordonnance restrictive. Troisièmement, vous allez conserver des enregistrements de toutes les communications. Ne supprimez rien. N'engagez pas la conversation, sauf si nécessaire. Laissez-moi gérer l'aspect juridique. J'ai acquiescé. Ça va vous coûter, dit-elle. Les frais juridiques ne sont pas bon marché. Je paie 4 200 $ par mois depuis 8 ans, dis-je. Je peux me payer un avocat. Elle a presque souri. Assez juste. J'ai quitté son bureau avec un plan, un vrai, pas seulement des réactions émotionnelles et des paiements annulés, un cadre juridique qui protégeait Brandon et moi de tout ce qui allait arriver. Au moment où je suis allé chercher Brandon à l'école, la première lettre était rédigée. Catherine m'a envoyé une copie par courriel, 3 pages, professionnelle, froide, définitive. Elle l'enverrait par courrier recommandé lundi. Le paiement de l'hypothèque était déjà en retard de 15 jours. Les frais de retard ont été débités de leur compte jeudi. Les services publics devaient être coupés dans 10 jours. Les polices d'assurance expireraient à la fin du mois. Le château de cartes que j'ai construit pour eux s'effondrait, et je n'allais pas le rattraper. L'effondrement s'est produit plus vite que je ne le pensais. Lundi matin, la lettre recommandée est arrivée chez mes parents.
Catherine m'a envoyé par courriel la confirmation de suivi à 9h47. Livré, signé par mon père. À 10h15, mon téléphone a commencé à sonner. Je n'ai pas répondu. J'étais en réunion, la caméra allumée, en train de parler de l'architecture du système avec un client en Californie. Mon téléphone a vibré sur le bureau à côté de moi. 6 appels en 20 minutes. À 11h, j'ai vérifié mes messages pendant une pause. Papa, nous avons reçu votre lettre. C'est une blague, n'est-ce pas? Maman, comment as-tu pu nous faire ça après tout ce que nous avons fait pour toi? Mélissa, tu es un monstre. J'espère que tu le sais. Nathan, tes parents sont en train de perdre leur maison à cause de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai versé un autre café et je suis retourné au travail. À 14h30, la compagnie de service public a envoyé un avis de déconnexion à leur domicile, l'électricité devait être coupée dans 72 heures en raison du non-paiement. Mes parents n'avaient pas les 840 $ pour couvrir le solde impayé. Ils vivaient au jour le jour depuis des années, se laissant porter par mon calendrier de paiement automatique. À 15h, la banque a appelé mon père au sujet de l'hypothèque, 30 jours de retard, frais de retard évalués, rapport de crédit mis à jour. Prochaine étape, la procédure de saisie. À 16h, la compagnie d'assurance automobile a envoyé des avis d'expiration. Les 2 véhicules n'étaient plus assurés à partir de minuit. Conduire sans assurance dans notre état était un délit. Le DMV suspendrait leurs immatriculations dans une semaine. À 17h, Mélissa s'est présentée à mon appartement. J'ai entendu les coups avant de la voir. Brandon était à son programme après l'école. J'étais seul. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, le visage rouge, tremblant de colère. « Tu dois arranger ça, dit-elle, sa voix forte et aiguë. « Non, dis-je, je ne dois pas, ils sont en train de tout perdre. »« Tu comprends ça ? » ?»« Tout. » »« Ils avaient 8 ans pour élaborer un plan, dis-je. »« Ce n'est pas mon problème. »« Ce n'est pas ton problème ? » Elle s'est approchée, son doigt pointant vers ma poitrine. « Tu es en train de les détruire pour une seule erreur. » Une seule erreur? Je la regardais fixement. Mélissa, ils ont enfermé Brandon dans une voiture pendant 3 heures. Ils lui ont dit qu'il embarrassait la famille. Ils l'ont ignoré pendant 7 ans tout en vénérant tes enfants. Point et j'ai payé pour tous à chaque mois. Vous avez choisi de les aider, rétorqua-t-elle. Personne ne vous a forcé. Tu as raison, dis-je. J'ai choisi, et maintenant je choisis d'arrêter. Tu es égoïste. Je suis égoïste? J'ai ri, froidement et amèrement. Je leur ai donné 430 000 $ en 8 ans. Qu'est-ce que tu leur as donné, Mélissa? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais. J'ai reculé, ma main sur la porte. Tu dois partir. Maman pleure tous les jours. Brandon a pleuré dans mes bras après être resté assis dans une voiture chaude pendant 3 heures. Je me fous des larmes de maman. Mélissa me regarda fixement comme si elle ne me reconnaissait pas. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu aussi longtemps. J'ai fermé la porte au nez, je l'ai verrouillée, j'ai écouté ses coups 3 fois de plus avant d'abandonner et de partir. À 18h, je suis allé chercher Brandon au programme après l'école. Nous nous sommes arrêtés pour des hamburgers, avons mangé dans la voiture sur le parking. Il m'a parlé de son projet scientifique, quelque chose sur les volcans et le bicarbonate de soude. J'ai écouté, j'ai acquiescé, j'ai posé des questions, j'ai fait semblant que mes mains ne tremblaient pas à cause de l'adrénaline. À 20h11, après que Brandon se soit couché, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Patrick, c'était ma mère. Sa voix était brisée, rauque. S'il te plaît, nous devons parler. Il n'y a rien à dire, dis-je. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour Brandon. Je ne pensais pas. J'ai fait une erreur. Tu l'as laissé dans une voiture pendant 3 heures, maman. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Je vais m'excuser auprès de lui. Je vais arranger ça. Tu ne peux pas arranger ça, dis-je, tu as passé 7 ans à le faire se sentir invisible. Tu ne peux pas t'excuser maintenant que l'argent s'est arrêté. Ce n'est pas une question d'argent. Ça a toujours été une question d'argent.
Tu ne t'en es juste pas rendu compte parce que je n'arrêtais pas de payer. Silence, long et pesant. Ton père et moi allons perdre la maison, dit-elle, sa voix faible. Alors vous perdrez la maison. Patrick, vous aviez des options, maman. Vous auriez pu déménager dans plus petit il y a des années. Vous auriez pu établir un budget. Vous auriez pu demander à Mélissa de vous aider. Vous auriez pu trouver des emplois à temps partiel. Vous auriez pu faire une centaine de choses, mais vous avez choisi de prendre mon argent et de traiter mon fils comme un déchet. Alors, non, je ne vais pas arranger ça. J'ai raccroché, éteint mon téléphone, je me suis assis dans le salon sombre, à regarder le vide. C'était le point culminant, le moment où tout ce que j'ai construit pour eux s'effondrait, et je ne ressentais rien, ni culpabilité, ni regret, juste un sentiment froid et tranquille de clôture. Brandon était en sécurité. J'étais libre, et ils étaient enfin confrontés aux conséquences de leur choix. 6 semaines plus tard, la poussière est retombée. Mes parents ont perdu la maison. La saisie a été finalisée début novembre. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres à coucher de l'autre côté de la ville, le genre avec des murs minces et une vue sur le parking. Papa a trouvé un emploi à temps partiel dans une quincaillerie. Maman a commencé à travailler à la réception d'un cabinet dentaire. Ils ont appris à établir un budget. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens. Ils ont appris ce que c'était que d'être responsable d'eux-mêmes. Mélissa a cessé d'appeler, a cessé d'envoyer des textos. J'ai appris par un ami commun qu'elle était furieuse contre moi, a dit à tout le monde que j'avais abandonné la famille, m'a dépeint comme le méchant dans sa version de l'histoire. Je m'en fichais. Les gens qui comptaient connaissaient la vérité. Brandon a posé une question sur ses grands-parents une fois. Nous prenions le petit déjeuner un samedi matin, des crêpes avec du sirop, la lumière du soleil traversant la fenêtre de la cuisine. Papa, est-ce que nous allons revoir mamie et papy un jour? J'ai posé ma fourchette. Veux-tu les voir? Il y a réfléchi, son petit visage sérieux. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils m'aiment beaucoup. C'est leur perte, dis-je. Pas la tienne. Il a acquiescé lentement, puis est retourné à ses crêpes. Le sujet n'a plus jamais été abordé. J'ai pris les $4200 par mois que je leur envoyais et je les ai redirigés, $500 dans le fonds d'études de Brandon, $1000 dans un compte d'épargne vacances, $800 dans des investissements, $500 dans un fonds d'urgence pour les jours de pluie, $400 dans une thérapie pour nous deux parce que la guérison n'est pas gratuite, et je voulais que nous traitions tout d'une manière saine. Le reste, de petits luxes, de nouveaux ensembles Lego, de meilleures provisions, un week-end à la plage où Brandon a trouvé des coquillages et construit des châteaux de sable et Harry si fort qu'il a eu le hockey, un nouvel ordinateur portable pour moi, une chaise confortable pour le bureau à domicile, des choses qui rendaient la vie plus facile, plus douce, meilleure. L'argent ne me manquait pas. Le stress ne me manquait pas. Les textos demandant plus ou les voyages de culpabilité enveloppés de fausses gratitudes ne me manquaient pas. En décembre, j'ai reçu une lettre par la poste. Écrite à la main. L'écriture cursive en boucle de ma mère sur une simple enveloppe blanche. J'ai failli la jeter, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. C'était court, 3 paragraphes. Des excuses. Pas pour Brandon, bien qu'elle l'ait mentionné, des excuses pour m'avoir tenu pour acquis, pour avoir trop attendu, pour ne pas avoir vu tout ce que j'ai donné, pour m'avoir traité comme un compte bancaire au lieu d'un fils. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a rien demandé. Elle a juste dit qu'elle était désolée. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai pliée et je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour j'y répondrai. Peut-être pas. Mais pour l'instant, il suffisait de savoir qu'elle avait enfin compris. Le matin de Noël, Brandon m'a réveillé à 6h10, en sautant sur le bord de mon lit, son visage illuminé d'excitation. Nous avons ouvert les cadeaux dans le salon, les lumières de l'arbre scintillant, l'odeur du chocolat chaud embaumant l'air. Il a reçu l'encyclopédie des dinosaures qu'il voulait, un télescope pour observer les étoiles, une nouvelle planche à roulettes, des fournitures d'art, des livres. Il m'a serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. C'est le meilleur Noël de tous les temps, papa. Et je le croyais. Ce soir-là, après le dîner, après que Brandon se soit endormi entouré de papier d'emballage et de nouveaux jouets, je me suis assis sur le canapé et j'ai pensé aux 6 derniers mois, la trahison, la colère, la vengeance, les retombées. Je ne regrette rien de tout cela, car j'ai quelque chose maintenant que je n'avais pas avant, la paix.
Le genre qui vient du fait de savoir que vous avez défendu la personne qui comptait le plus. Le genre qui vient du fait de se choisir soi-même et son enfant plutôt que des personnes qui ne vous appréciaient que pour ce que vous pouviez leur donner. J'étais libre. Brandon était en sécurité. Et nous étions en train de construire une vie qui était la nôtre, pas la leur. C'était la seule vengeance qui comptait.